de faire cette réunion de la section française de la 4e internationale avec le camarade Naël qui milite en Afrique du Sud normalement dans le Democratic Left Front qui est, dans lequel il y a l'organisation la section de la 4e internationale. Donc les camarades sont très insérés en tout cas dans le mouvement syndical et le mouvement étudiant. Et donc, Naël était pour quelques mois en France. Et donc on ne voulait pas le laisser repartir sans qu'il nous explique la situation extrêmement intéressante qu'il y a en ce moment en Afrique du Sud et les expériences militantes, très expériences qui se développent. Et donc c'est difficile en ce moment de faire des réunions d'information où il y ait du monde en dehors de l'énorme mouvement contre la loi El Khomri où tout le monde est inséré, un peu fatigué, etc. Mais en même temps, c'est le dernier moment où on peut profiter donc, des apports de Naël. Et donc, on le remercie de cette disponibilité ce soir. Et donc, on va l'écouter faire une introduction de, je sais pas, avec la traduction, même si. Ça va prendre une bonne demi-heure, je pense, pour le. Au moins. Tu comprends l'anglais? Non. Je crois que c'est quand même plus, en français, c'est quand même plus confortable pour nous. Et puis pour les questions aussi, pour que Naël puisse. Donc, thank you, Naël. Et donc, tu nous expliqueras, y compris, d'un point de vue militant, les liens, les rapports qu'il peut y avoir entre les organisations en Afrique du Sud et internationales, des marxistes, des révolutionnaires, voilà. Donc, je laisse la parole à Naël et le camarade traduit au fur et à mesure, donc des phrases pas trop longues. Okay. Thank you very much, comrades. It's great that we could organize this. I know, as you said, under very difficult circumstances, comrades have a lot on their plate, so I'm very grateful. South Africa has been experiencing a kind of protracted social crisis really since the crisis of capitalism in 2008, and particularly since 2012. It's really a crisis of the whole post-apartheid political order. So I want to try and trace out the strands of this crisis in very broad strokes, and then particularly just talk about some important recent developments, the student movement particularly, and the crisis around state capture. Bon, tout d'abord, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion. Et je sais que le contexte est un peu difficile, les gens sont très occupés en ce moment, donc merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref survol de la crise sociale prolongée que vit l'Afrique du Sud depuis 2008, depuis la crise économique de 2008, mais surtout depuis 2012. En gros, on pourrait décrire ça comme étant la crise de l'ordre social post-apartheid en Afrique du Sud. Donc, comme j'ai dit, je vais décrire dans des termes assez généraux le contexte dans le pays, les derniers développements, mais surtout le mouvement étudiant et la crise autour de l'État ou du pouvoir d'État. So just as a word of background, I'm sure many comrades would be familiar that the current leader of the ANC, Jacob Zuma, arose to power within the ANC in 2007 on the back of a coalition made up primarily of the Congress of South African Trade Unions, the South African Communist Party, and the ANC Youth League, which should have framed itself as a movement against what they called the 96 Class Project, which they claimed was the neoliberal project of Zuma's predecessor in the ANC, Thabo Mbeki. Donc voilà, pour le contexte, le Premier ministre, président, Yeah. Premier ministre, President. le président actuel de l'Afrique du Sud est Jacob Zuma, chef également de l'ANC. Il est au pouvoir depuis 2007 et il est arrivé au pouvoir avec une coalition composée de COSATU, le Congrès des syndicats sud-africains, le Parti communiste sud-africain et la jeunesse de l'ANC. Et en fait, quand cette coalition a été fondée sur une opposition à ce qu'ils décrivent comme étant
le projet de classe de 1996 qu'il décrivait comme étant un projet néolibéral, le projet du prédécesseur de Zuma, Thabo Mbeki. So it's perhaps in some ways ironic that this sort of leftist coalition that was really an expression of popular anger against the ANC's neoliberal project came to its ascendance at the one brief period in the post-apartheid era where there was slightly higher growth in South Africa, really underpinned by the global commodity cycle and by the financial cycle, which allowed some decrease in these historically massive rates of unemployment of over 36%. Donc c'est peut-être une ironie de ce qui s'est passé, mais cette coalition de gauche est arrivée au pouvoir sur une vague sans doute de colère populaire et contre les mesures néolibérales qu'avait prises le gouvernement Mbeki. Mais l'ironie du sort, c'était que au moment d'arriver au pouvoir, l'Afrique du Sud, pour la première fois vraiment depuis la fin de l'apartheid, était entrée dans une phase de croissance, dans un contexte de hausse des prix des matières premières et sur la bulle de spéculation financière que connaissait le pays. Et donc pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le pays a connu une baisse du chômage qui avait éteint les 36%. But this very brief period of relative economic prosperity was cut very dramatically short by the global crisis, in which South Africa was one of the worst affected emerging markets, losing more than 1 million jobs, and in which the country, unlike certain other emerging markets, never really had any substantial recovery. In fact, after 2008, investment was really cut off in a massive way. South African capital concentrated instead of domestic accumulation on a massive internationalization drive. So we've had then a return and an increase, in fact, of this historic unemployment of around a third of the workforce. Malheureusement, cette période n'a pas duré très longtemps à cause de la crise mondiale qui a frappé le pays de plein fouet après 2008. L'Afrique du Sud était parmi les pays les plus touchés par cette crise, avec une perte d'environ 1 million d'emplois. Et contrairement aux autres pays émergents, l'Afrique du Sud n'a pas connu une reprise après cette baisse provoquée par la crise. Et d'ailleurs, après 2008, donc il y a eu une baisse massive d'investissement et le capital national sud-africain, lui aussi, en fait, s'était embarqué dans une stratégie de mondialisation et donc n'investissait pas non plus en Afrique du Sud, ce qui a conduit naturellement à une hausse du taux de chômage à ces niveaux historiques, à un tiers environ de la classe laborieuse au chômage. So the current political crisis is largely shaped effectively by the fragmentation of this historic bloc that brought Zuma to power, under the fact that Zuma himself has offered no real alternative to an ongoing economic crisis. Alors la crise politique actuelle découle de la fragmentation du bloc ou de la coalition avec laquelle Zuma était arrivé au pouvoir, d'autant plus qu'à cause du fait que Zuma n'a pu présenter aucune alternative à la situation que vivait le pays. The first fragmentation was with the ANC Youth League, led by a sort of quite populist demagogic figure, Julius Malema, who has become the most effective articulator of these massive currents of anger that are primarily based in long-term unemployed urban youth in South Africa. Sorry, and he was expelled from the party, I think, in 2011, as he became more and more critical of the leadership direction of the ANC and started to raise increasingly strong calls for the nationalization of the mines and for more radical economic policy. Alors le premier signe de cette fragmentation est venu en fait de la Ligue de la jeunesse de l'ANC et de son dirigeant Julius Malema, qu'on pourrait décrire comme étant une espèce de dirigeant populiste, même démagogique, mais qui est quand même l'un des porte-paroles les plus efficaces de cette
colère dans le pays et qui vient notamment de la jeunesse urbanisée qui sont des chômeurs à long terme. Et Malema a été expulsé de l'ANC et aussi de la jeunesse de l'ANC en 2011 suite à des prises de position radicales pour la nationalisation des mines et pour d'autres mesures radicales, jugées trop radicales par la direction de l'ANC. But perhaps the more significant and in many ways more promising development involved the fragmentation with the trade union movement, which took place after the massacre of the mine workers in August 2012, where police shot down 35 striking platinum workers who had been undertaking a wildcat strike in rebellion against the sort of yellow ANC-controlled union that they were members of. Mais le signe le plus important, et je dirais le plus prometteur de cette fréquentation en fait, est venu du mouvement syndical, et notamment après le massacre du mois d'août 2012, quand la police a abattu 35 travailleurs de la platine on est en français, platine, des mines de platine qui étaient en train de faire une grève sauvage. Ils avaient débrayé contre leur employeur, mais aussi contre le syndicat qui contrôlait ce secteur, un syndicat jaune lié à l'ANC. So this led to a kind of labor rebellion spilling out of the mine working sector into the farm workers, into the manufacturing sector, that really shook the institutions of labor relations in South Africa, and that set in train a process that would lead to a split in COSATU, led by its slightly leftist general secretary and by the largest union, the manufacturing workers union, who basically declared an end to an alliance with the ANC based on the fact that the ANC had repeatedly reneged on its promises to break with neoliberalism. Et donc tout cela en fait a produit une révolte parmi les travailleurs, et notamment dans plusieurs secteurs, le secteur agricole, le secteur manufacturier et ailleurs. Et cela a provoqué énormément de turbulences dans le système de relations industrielles en Afrique du Sud. Cela a conduit le COSATU, conduit à une scission du COSATU dirigé par son secrétaire général qui a une position relativement de gauche, et aussi par le COSATU et le syndicat des travailleurs manufacturiers ont voulaient rompre leur alliance avec l'ANC en disant que l'ANC avait renié sa promesse de se battre contre le néolibéralisme. And despite the sort of break in worker unity, this was looked on very favourably by a lot of sections of the left, something that had almost been a kind of prophecy on the left, that at some point there was inevitably going to be a split between the ANC and what was viewed consistently as a very powerful workers' movement, one that still had very effective structures, but that had been ineffective at representing workers largely as a result of political errors, of the fact that it had been committed to the ruling party, it believed the ruling party itself was a terrain of struggle. Donc malgré ce coup dur en fait contre l'unité des travailleurs, la gauche a salué ce qui s'est passé en disant en fait que cela confirmait une prophétie que la gauche tient depuis longtemps, c'est-à-dire la prophétie d'une scission entre d'un côté l'ANC et de l'autre côté un mouvement syndical qui était resté puissant, qui avait des structures, qui avait une véritable structuration, activité, etc. Et une scission donc fondée sur l'inefficacité de la représentation des travailleurs par le mouvement syndical, fruit d'erreurs politiques, d'une direction qui en fait avait parié sur un travail avec l'ANC en disant en fait que l'ANC était un champ de bataille et qu'il fallait être
dedans et plutôt que dehors. And so this kind of underpinned a widespread belief that there was almost a kind of shortcut to a mass left movement in South Africa if we could get around the problem of just reorienting what was a well-built union movement towards a more critical and a more socialist politics. And the fact that these processes begin to be appearing, led by the largest, the most powerful union at the time, one that had a stronger history of socialists and of independent class politics, really led to a wave of optimism, not just locally, but internationally, in what became known as the NUMSA moment. Sorry, NUMSA is the metal workers union that was leading this left break. Donc cela en fait a confirmé en fait une certaine croyance qui existait selon laquelle il y aurait un raccourci vers la construction d'un mouvement de gauche de masse et qu'il fallait pour cela simplement en fait reconvertir le mouvement syndical vers une position politique plus socialiste, plus critique et d'autant plus que ces scissions que je vous ai décrites étaient dirigées par en fait de puissants syndicats, le COSATU, le mouvement des travailleurs du secteur manufacturier, qui eux avaient en fait une longue histoire de politique socialiste, de prise de position de classe indépendante, et donc cela avait nourri un grand optimisme dans la gauche sud-africaine, mais en fait partout dans le monde. Et on décrit cette période de grand optimisme comme étant le moment NUMSA, NUMSA étant le nom du syndicat national des travailleurs de la sidérurgie ou de la métallurgie. And indeed the early signs seemed to justify this optimism, as NUMSA appeared to do all of the right things in terms of starting to reconstruct a unity between the workers' movement and these strong community struggles that existed outside. It called together a conference of social struggles in South Africa, asking movements from all different sectors to be represented there, and it called for the construction of a united front of movements that was going to build the broadest possible base to contest neoliberalism in South Africa around concrete campaigns. Et les premiers signes étaient tout à fait prometteurs et justifiaient cet optimisme, car NUMSA en fait faisait tout ce qu'il fallait pour aller dans le sens de l'unité du mouvement syndical d'un côté avec les différents mouvements de base, les différents mouvements communautaires. Ils ont même convoqué une conférence des luttes sociales à laquelle étaient invités des alliés et des forces impliquées dans différents mouvements. Donc il construisait un véritable front unique de mouvement contre le néolibéralisme et il disait vouloir construire ce mouvement fondé sur de lutte, des campagnes. Donc c'était un moment très prometteur. Looking back on this now, after around 3.5 years, I guess it must be admitted that there was a lot of naivete at the initiation of this process, and that actually the entire thing has been conflicted by major challenges and major difficulties at all stages along the way. The United Front process that was initiated has been relatively stillborn, has not succeeded very much in bridging massive sectarian divides on the left, has not succeeded really in creating much new momentum or buy-in from community forces or from union activists. Mais maintenant, avec le recul, 3 ans et demi après, je pense qu'on peut affirmer qu'il y avait pas mal de naïveté à l'époque et que ce processus s'est trouvé confronté à d'énormes défis, à d'énormes difficultés. Même ce projet de front unique est mort-né à peu près. Et ce processus n'a pas pu surmonter le sectarisme qui existe dans la gauche sud-africaine. Il n'a pas su non plus créer un nouvel élan entre les forces syndicales et les différents mouvements communautaires. And the struggle within the labour movement itself has also been in many ways disappointing. Initially, where this sort of left rebellion seemed to command, I think, overwhelming grassroots support within COSATU, and so it looked like, any ultimate split, they would take the massive workers with them.
The struggle, unfortunately, has not been conducted effectively at the top. There has been very little unity building across different federations, and far too much effort and resources poured into various legal battles, including the legal battles of the General Secretary, which have been related to indiscretions and misbehavior on his behalf. Mais au sein du mouvement syndical, en fait, c'était très décevant aussi. Au début de ce processus, on aurait pu imaginer que cette révolte venant de la base ferait en sorte que toute scission, en fait, réussirait à emporter une majorité de la masse des travailleurs dans une nouvelle formation, dans ce projet. Malheureusement, cela ne s'est pas produit pour diverses raisons, mais je dirais d'abord que les dirigeants des différents syndicats et fédérations concernées n'ont pas su mener de manière efficace cette lutte. Ils n'ont pas suffisamment mis l'accent sur la construction de l'unité entre les différentes fédérations syndicales. Et malheureusement, en fait, ces différentes fédérations, ces différents syndicats se sont embourbés dans toutes sortes de querelles juridiques, y compris de défense du secrétaire général qui s'était impliqué dans divers scandales dont je vous parlerai. And so the initiation of a new federation that took place in May of this year, a full 3 years after the beginning of this entire process, was ultimately a lot weaker than many would have hoped. A lot more poorly attended, and revealed sort of ongoing weaknesses and divisions in the union movement. Et donc, 3 ans après, lors du lancement, enfin, de cette nouvelle fédération née de cette scission, donc au mois de mai de cette année, cette nouvelle organisation était beaucoup plus faible, la participation au congrès de fondation était beaucoup plus faible que prévu. I think part Et of the cela, en fait, soulignait les divisions et faiblesses du mouvement syndical sud-africain. I think part of the difficulty stemmed from an initial tendency to view the union movement through rose-tinted glasses, particularly the new leftist allies, and to really ignore the extent to which unions had been rotted out from the inside through bureaucratization, through their embeddedness in the state, through corruption, and to believe that in some way at least these leftist unions that were now breaking with the ANC were less subject to these trends. Et je pense qu'en fait ces difficultés découlent du fait qu'on avait trop tendance à voir les syndicats avec des lunettes roses. Non, quelle expression, pardon. Je vais un peu fatigué. Quelle est l'expression en français? De lunettes roses, pardon. Et y compris, voire notamment parmi les nouveaux alliés de gauche, de ce processus. Mais en réalité, en fait, les syndicats s'étaient vraiment détériorés au fil des ans à cause de la bureaucratisation, du fait d'être embourbés dans l'État, avec des histoires de corruption. Et en fait, la croyance existait que c'était peut-être le cas d'autres syndicats, mais que les syndicats de gauche seraient moins affectés par ce processus de corruption et de déclin. Malheureusement, cela s'est avéré faux. So I think what is dawning on a lot of us is that this process of realignment is going to be less about just drawing in, well-constructed unions to a new political terrain, but as opposed to having to rebuild the union movement really from the ground up, from the start. Donc je pense que l'enseignement que nous en tirons, c'est que ce processus, ce réalignement serait moins le fruit du rassemblement des syndicats déjà existants et plus en fait une affaire de reconstruction du mouvement syndical de fond en comble. So very much in contrast to the relative weakness and stagnation of
of the process of rebuilding a labor movement, the split that was initiated by the Youth League leader, which led to the formation of a new political party, the Economic Freedom Fighters, in 2013, which adopted a kind of Marxist Fanonian platform and framed themselves as the agent that was going to take forward the second stage of the revolution that the ANC had always talked about, has been an incredibly successful project and has gone from strength to strength. Et en fait, contrairement à tout ce que je viens de vous décrire par rapport au mouvement syndical, sa stagnation, son déclin, etc., contrairement à tout cela, la scission de la jeunesse de l'ANC en 2013, qui en fait, grâce à laquelle les Economic Freedom Fighters, les combattants pour la liberté économique, ont vu le jour, a connu un grand succès. Economic Freedom Fighters, c'est en fait une organisation qui s'est construite sur une plateforme avec les idées de Marx, mais aussi de Frantz Fanon. Et ils se décrivent comme étant l'agent qui va véritablement mener à terme ce que l'ANC appelait dans son jargon la deuxième phase de la révolution en Afrique du Sud. Et ce projet des Economic Freedom Fighters a connu un succès retentissant depuis sa naissance en 2013. So Malema built largely on the basis of the more radical factions of the Youth League that were expelled with him in 2011, and was extremely effective at coalescing a support base really based on, again, very angry currents of unemployed youth in South Africa, centered in the urban areas. Donc, Malema s'est concentré en fait sur les forces qui avaient scissionné de l'ANC au moment de sa propre expulsion en 2011, donc la section jeune de l'ANC en 2011, et il a construit sa base avec ses forces parmi les jeunes chômeurs très en colère en milieu urbain. So in a matter of sort of 9 months with very little resources, they were able to win more than 1 million votes in the national elections in 2004 to gain a parliamentary representation of 2014 of sort of 25 members of parliament, and to really begin to integrate themselves into a wide range of social and community struggles in South Africa. Donc, 9 mois après leur fondation et avec très peu de ressources, ils ont obtenu 1 million de votes aux élections nationales de 2014, donc avec 25 députés. Et après ce progrès électoral, ils se sont vraiment mis à se construire en participant à différentes luttes sociales et communautaires. The EFF has been very effective at using its small parliamentary contingent as a very effective propaganda tool in order to delegitimize the parliament, in order to raise consistently questions around Zuma's own corruption, in order to broaden their national profile, and there have been repeated incidents in which their parliamentary representatives have been physically thrown out of the building by security forces. And so they've also in some way defied what a lot of the left had predicted before, that they would become a purely electoralist force. In fact, they've consistently shown themselves also to be a force that's rooted in social struggle and that has a conception of a route to power not based purely on parliamentary victory. Donc, les combattants pour la liberté économique ont su utiliser très efficacement leur représentation parlementaire comme outil de propagande, et donc à plusieurs reprises ils ont pu attirer l'attention dans le Parlement sur la corruption de Jacob Zuma. Ils ont acquis un véritable profil national grâce à différents épisodes au Parlement. Par exemple, ils se font expulser assez souvent par les forces de sécurité, les agents de sécurité du Parlement. Mais surtout, on pourrait dire qu'ils ont
ils ont défié les prévisions de nombreux commentateurs de gauche qui disaient que, bon, maintenant qu'ils ont cette force parlementaire, ils deviendraient une force purement électoraliste, ce qui ne s'est pas fait en fait. Ils participent à de nombreuses luttes sociales et ils ont même défini leur propre voie de lutte extra-parlementaire pour arriver au pouvoir. So it's quite clear that they have established themselves really as the sort of major mass force on the left of the ANC. They've proven repeatedly their ability to mobilize huge rallies and demonstrations of over 50,000 people. And their newfound strength will really be tested in just over a month's time in August, where we have local government elections, and where in certain regions the ANC is really challenging the ANC's ability to control local and municipal governments. Sorry, the EFF is challenging the ANC's ability. Donc, en fait, les combattants pour la liberté économique sont devenus une véritable force de masse à gauche de l'ANC, capable d'organiser des marches et des rassemblements de dizaines de milliers de personnes. Et maintenant, leur force dans le pays sera testée au moment des élections locales qui vont se dérouler au mois d'août. Et cela dans un contexte où l'ANC en fait, est confrontée à une opposition dans de nombreux endroits sur le plan local. Unfortunately, this growing strength and success has not in any way diluted the more worrying and the more dangerous tendencies within the party, which really are centered on its authoritarianism, its tendency to promote a personality cult around its leader, Julius Malema, and its militarism. It calls its leaders the commander-in-chief, it has a sort of war committees, and it regularly dons itself in a militaristic imagery. Malheureusement, cette force, et avec toutes ces forces et ces nombreux succès, tout cela n'a pas dilué les autres traits plutôt préoccupants de cette force, préoccupants, voire dangereux. C'est une force politique très autoritaire, construite autour d'un culte de la personnalité de M. Malema, et qui se sert d'images militaires, du langage militaire. Ils appellent le dirigeant le commandant en chef. Donc malheureusement, ils sont très militarisés. Et, voilà. These developments certainly dominated the early phase of the South African social crisis, but the next most significant moment, I think, takes place in early 2015 with the re-emergence of the National Student Movement. Donc je vous ai décrit en fait les principaux traits de la première phase de la crise sociale et économique en Afrique du Sud après 2008. Je dirais qu'une deuxième phase s'est enclenchée au début 2015 avec l'émergence du mouvement étudiant. And I stress re-emergence here because whilst, like many other sort of sectors of South African society, there have been quite intense localized struggles on South African campuses, there had been nothing really like a national student movement at all in the post-apartheid period. And what did exist insofar as national organization was overwhelmingly dominated by the ANC and by the Congress groups on campus. Alors il faut bien dire réémergence du mouvement étudiant, parce que ce n'est pas comme si le mouvement étudiant n'existait pas auparavant, mais en fait ce qui existait surtout c'était d'intenses luttes au niveau local, et sans mouvement d'envergure véritablement national. Et dans le contexte post-apartheid, ces mouvements d'abord non seulement étaient locaux, mais étaient presque toujours dominé par l'ANC ou par les différentes organisations satellites de l'ANC. So the first indication of a change in this comes at one of the most elite campus in the country, the University of Cape Town, where a student decided to throw feces on the statue of the colonialist Cecil John Rhodes as a protest to the institutional racism of the university.
and which tapped into clearly massive undercurrents of anger at racial exclusion at this institution, and so led to massive protests in the following days. Et le premier signe de ce changement de la situation est venu en fait dans l'université la plus élitiste du pays, l'université du Cap. Et cela s'est produit lorsqu'un étudiant ou une étudiante, was it a woman or a man? Lorsqu'un étudiant a jeté de l'excrément en fait sur la statue de Cecil Rhodes pour symboliquement dénoncer le racisme institutionnalisé de l'université. Et en fait, ce geste a provoqué en fait, comment dire ça, a ouvert la voie à l'expression d'une grande colère et d'une grande amertume qui existe justement sur les questions de racisme et d'exclusion. So this very powerful symbolic action received a huge amount of attention nationally and internationally in the internet. The movement spread very quickly, particularly to other more elite, previously white-dominated campuses. But this movement was very emphatic in stressing that, you know, even though they saw this kind of protests against the aesthetic of colonialism as a legitimate demand, what they were raising were issues around racial transformation of the university that went a lot deeper, to the transformation of the composition of the faculty, to the transformation of curriculums, to also much more material issues around financial aid, and quite importantly, linking up with workers' struggles on South Africa who had been, on campuses who had been victims of a very long-standing process of precarization and of outsourcing. Donc, ce geste symbolique a très vite eu un impact au niveau national, mais aussi au niveau international, et en fait c'est rapidement propagé vers d'autres universités, notamment universités d'élite en Afrique du Sud, des universités qu'auparavant étaient des universités réservées aux Blancs. Et en fait, le mouvement, tout en trouvant ce geste important, ne voulait pas s'insurger uniquement contre une espèce de symbolisme du colonialisme ou d'un passé révolu. Non, en fait, ce mouvement voulait se battre contre un nouveau racisme en fait, qui s'était installé et qui était reflété en fait, dans la composition du professorat des universités et qui était critique des programmes scolaires, des programmes des facultés. Et aussi, ce mouvement voulait aborder un certain nombre de questions matérielles, par exemple l'aide financière pour les étudiants de milieux défavorisés, mais aussi voulait exprimer une solidarité avec les luttes de travailleurs dans les différentes facultés, lutte par exemple contre une précarisation croissante et aussi contre la sous-traitance d'un nombre grandissant de tâches. So the university administration acquiesced very quickly in tearing down the statue in front of jubilant crowds, but of course resisted much more strongly any more of the more substantive demands around transformation. And in the months that followed, there felt really like a major shift in the political mood on South African campuses, a real political opening, huge new layers of students suddenly involved in a politicization process and a springing up of occupations, of ideological interventions, organizing of working groups, of discussions and debates. Donc, l'administration de l'Université du Cap a obtempéré tout de suite à la demande d'éliminer la statue là et la démanteler devant des foules en joie. Mais malheureusement, et ce n'est pas surprenant, l'administration ne voulait pas répondre positivement aux autres revendications plus radicales. Et cela en fait a ouvert une période où pendant des mois on sentait un changement sur les campus et une ouverture où avec beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient du jour au lendemain à des questions politiques, qui voulaient se réunir avec
Ils occupaient différents bureaux, différentes places, des groupes de discussion, de débat, de sensibilisation idéologique. Voilà, c'était une grande du jour au lendemain, une grande effervescence sur les campus. This movement probably also had an amplified effect because it took place at the same time as an ongoing national debate around 20 years of democracy in the country, around the nature of the transformation process. And it was effective because as a kind of radical youth voice, it was challenging a popular mythology that the country's healing process was really reliant on the coming to age of what they called the born frees, which were the young generation that were born after the end of apartheid, who were supposed to be the beneficiaries of all these compromises that the ANC had made in its settlement with capital. Donc ce mouvement s'est trouvé amplifié par le contexte où il s'est produit. Et c'était un contexte de débat au moment du 20e anniversaire de la démocratie et du processus de transformation en Afrique du Sud après l'apartheid. Et en fait, ce mouvement est devenu une voix de la jeunesse qui se prononçait contre une certaine mythologie, un mythe en fait qui était très présent en Afrique du Sud, le mythe selon lequel l'Afrique du Sud irait de l'avant et guérirait ses plaies du passé grâce à cette génération appelée les nés libres, les enfants nés après l'apartheid, qui étaient censés, dans l'idéologie, selon l'ANC, qui étaient censés être les principaux bénéficiaires de tous les compromis que l'ANC avait fait dans la période qui a suivi la chute de l'apartheid. So instead of a kind of a happy, new, contented, young middle class that was going to make South Africa another normal liberal democracy, you had a whole layer of very angry youths that were questioning the whole nature of the political transition in South Africa, questioning whether the political order that had been built represented their future. Et donc, on se trouvait face non pas à de jeunes gens heureux de la nouvelle classe moyenne qui construirait une démocratie libérale normale en Afrique du Sud. Non, on s'est trouvé confronté plutôt à beaucoup de jeunes en colère qui remettaient en question en fait le fondement même de la nouvelle donne, du nouvel système politique né en Afrique du Sud après l'apartheid. So into this far more tense political conjuncture, the ruling party chucked an effective hand grenade when they attempted to raise student fees by more than 10% in October of 2015, which in itself was nothing exceptional, but part of an ongoing process of the marketization of the university in which the state's withdrawal had been squeezing students and workers more and more. Alors dans ce contexte politique tendu que j'ai décrit, le parti au pouvoir a eu la bonne idée, ou la mauvaise idée plutôt, de jeter une véritable bombe en cherchant à augmenter de 10% les frais d'inscription, les frais universitaires au mois d'octobre 2015. En soi, cela n'avait rien de surprenant ou d'extraordinaire. En fait, cela fait partie d'un long processus de marchandisation du système universitaire en Afrique du Sud, du retrait de l'État du système d'enseignement supérieur qui avait déjà eu des conséquences pour les étudiants et les travailleurs dans les facultés. So a lot of commentary traces the huge explosion that followed from this as a direct outgrowth of this previous sort of decolonization movement. But that's not entirely accurate because it's quite clear that the national movement that sprung up in resistance to the fee increases comprised much wider class and social layers. And in fact, the kind of driving force of it was initially rooted less in the elite campuses. And in fact was initially led at South Africa's largest campus by the
Congress-aligned groups, or there are more critical students within it? ANC-aligned groups. So. Donc, les premières analyses de ce mouvement des étudiants disaient que le mouvement contre la hausse des frais d'inscription avait comme origine ce mouvement pour la décolonisation que j'avais décrit, que je viens de décrire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, car le mouvement national contre les droits d'inscription dans les facs impliquait dès le début des forces beaucoup plus larges sur le plan socio-économique et autres. Et d'ailleurs, le vrai point de départ du mouvement contre les droits d'inscription était dans l'université la plus grande du pays, qui n'est pas une université d'élite. Et les premiers groupes en fait qui ont lancé ce mouvement, qui ont participé à ce mouvement, en fait venaient de l'ANC ou des secteurs critiques de l'ANC. So a quite incredible series of events took place in which literally a few days after the ANC's announcement of the fee increase, probably more than half of the campuses and eventually probably about 80% of the campuses in South Africa were completely shut down. Following a very brutal eviction by police of protesters in the University of Cape Town, there was a massive demonstration of about 4,000 or 5,000 students outside the parliamentary building during the budget speech of the finance minister, and that was literally 5 or 6 days, I think, after the initial announcement. Donc, s'en suivit une série d'événements assez remarquables. Quelques jours seulement après l'annonce par le gouvernement de la hausse, du projet de hausse des droits d'inscription, presque la moitié des campus étaient fermés, en fait, et bientôt après cela, presque 80% des campus étaient fermés. Les étudiants étaient en grève et s'étaient mobilisés pour fermer les campus. Et pendant ce mouvement, il y a eu une expulsion assez brutale des étudiants qui occupaient les bâtiments administratifs de l'Université du Cap. Cela avait provoqué une très grande marche de plusieurs milliers de jeunes étudiants devant le Parlement au moment du discours du budget du ministre des Finances, prononcé quelques jours seulement après l'annonce du projet de hausse. The major day of action that took place exactly a week after the initial announcement outside the executive building of the government, where the president was meeting with university administrators and where a crowd of around 15,000 students from campuses around the region massed outside the building. There was a very militant mood there were clashes with police, and immediately afterwards the president came outside and announced a 0% increase, so completely backed off from the attempted fee. Donc le premier temps fort, un temps fort important de ce mouvement a eu lieu une semaine après l'annonce du projet de hausse. Le président se réunissait avec des administrateurs de différentes universités et 15 000 étudiants venus de campus de partout dans le pays s'étaient massés devant le bâtiment où ils se réunissaient, et il y a eu des chocs avec la police. C'était assez, il y avait, comment dire ça, c'était assez chaud, et quelques temps après, le président est sorti de sa réunion avec les administrateurs pour dire qu'en fait le projet de hausse était abandonné, donc hausse de 0%. But even more inspiringly, the next day at committee meetings around the country, students largely voted to continue the struggle until the demands around workers' issues, and particularly an end to outsourcing, had been won. And in the weeks that followed, at many of the key campuses around the country, battles that had gone on for decades around the precarization of workers saw enormous victories, with many universities moving towards insourcing.
Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est que le lendemain de cette annonce de zéro hausse, des comités d'étudiants se sont réunis un peu partout dans le pays et les étudiants ont voté pour poursuivre, pour reconduire le mouvement jusqu'à ce que les revendications des travailleurs contre la précarisation, contre la sous-traitance étaient satisfaites. Et donc au cours des semaines suivantes, dans de nombreuses universités partout dans le pays, il y a eu des luttes assez importantes et des luttes victorieuses, parce que des luttes en fait qui existaient depuis des décennies contre la précarisation, contre la sous-traitance, qui n'avaient jamais eu vraiment gain de cause, ont eu gain de cause. Et dans de nombreuses universités, les présidents ont annoncé l'abandon de sous-traitance, etc. In the weeks that followed, then there was definitely a receding of the kind of mass involvement in the student struggle, which left behind radical layers on different campuses that continued very militant actions, which unfortunately led to very violent repression, and ultimately also led to major political divisions emerging across the union movement, sometimes based on class lines, sometimes reprising all the differences between political parties, but which has left at this stage very little in the way of a coherent national organization. Mais après ces victoires, au cours des semaines suivantes, la participation a énormément baissé, mais quelques couches radicales en fait voulaient poursuivre avec des actions militantes, et cela a malheureusement provoqué une répression assez violente, mais aussi a donné lieu à beaucoup de divisions sur différentes bases de classe, souvent au sein du mouvement étudiant, mais aussi des divisions politiques entre différentes organisations. Et le résultat de tout cela, c'est qu'à la fin de tout cela, il n'existe pas d'organisation nationale importante au niveau national, expression de ce mouvement. Okay, the last issue I wanted to talk about in this debate around state capture, which I think I'll try to do very quickly because I think we've gone on quite long. So this is an issue that's really emerged, particularly focused on the president himself, who has a very long history of corruption. In fact, his whole rise to power was facilitated by the fact that several hundred charges of corruption against him linked to his involvement in an arms deal in South Africa were thrown out by a judge due to supposed political interference in the investigation process, and who since then has been embroiled in a series of scandals, the most significant being his construction of a 250 million rand mansion with state taxpayer money. Ok, donc la dernière question que je vais aborder porte sur tout le débat autour de la question de la prise de pouvoir. Et ce débat, en fait, se focalise prise de pouvoir, pouvoir d'État, voilà. Et ce débat se focalise principalement sur le président lui-même, qui s'est impliqué dans de nombreux cas de corruption et dont l'ascension même est liée à toutes sortes d'histoires de corruption. En fait, il y avait des centaines de chefs d'accusation de corruption contre lui qu'un juge a fini par invalider en disant qu'il y avait eu une interférence politique. Donc voilà. Donc il s'est impliqué dans de nombreux cas de corruption et le plus récent étant la construction d'un grand palace dont la valeur de what's a rand or 250 million rand? It's like 14 to the, so say 20 million. D'environ 20 millions d'euros, dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros. Voilà. So this latest crisis emerges suddenly in November when the president all of a sudden recalls the finance minister and replaces him with a completely unknown henchman of his. And
does so, from all that we can see, in order basically to get the National Treasury, the Finance Ministry, to stop blocking plans for a nuclear power plant construction in which he has various corrupt dealings. So basically, this is his attempt, the president's attempt, to capture the National Treasury for his personal affiliates. Donc, le dernier épisode, la date de cette crise en fait a commencé au mois de novembre dernier, lorsque le président a fait remplacer son ministre de Finances par un homme de main, un acolyte, qui s'est rendu compte par la suite qu'en fait il voulait éliminer tous les obstacles au ministère des Finances à l'approbation d'un projet de centrale nucléaire auquel le président avait différents liens de corruption, et voilà. Et donc il s'est avéré en fait qu'il voulait prendre en fait le Trésor national pour pouvoir l'utiliser afin de construire et de consolider son propre réseau de corruption et d'hommes de confiance. And this is really a declaration of war against capital in South Africa because, of course, like many other countries, the Treasury had been a kind of linchpin of neoliberalism in South Africa. It was sort of given a lot of political autonomy and given a particular role of enforcing kind of fiscal discipline and an orthodox macroeconomic stance within the country. So it was kind of capital's guarantor of business as usual. Whatever other corruption happened in the state, you don't touch the Treasury. That was the thing that allowed investment to continue. Et d'une certaine façon, en fait, c'est une déclaration de guerre ouverte que fait le président contre le capitalisme en Afrique du Sud. Parce que comme partout ailleurs, le Trésor, en fait, était un pilier du néolibéralisme. Donc, quel que soit le niveau de corruption dans toute la société, on n'était pas censé toucher au Trésor, car c'est le Trésor qui assurait la discipline budgétaire dans le pays, et c'est le Trésor qui assurait une certaine stabilité macroéconomique dans le pays. Donc il ne fallait pas toucher au Trésor, ce qu'apparemment règle pareil que le président Zuma a violé. So this led to an enormous reaction in which very powerful business leaders, along with opponents within the ANC, convened last-minute meetings and managed to get the president to back down. And 2 days later, he was then forced to reinstate a previous finance minister to the position. Alors donc cela a provoqué une grande réaction en fait du milieu des affaires en Afrique du Sud, mais aussi de l'ANC, et cela a donné lieu à toutes sortes de réunions. Et finalement, le président a été obligé de reculer. Et il a nommé au ministère des Finances un ancien ministre des Finances, pas celui qu'il avait limogé, mais un ancien. So I think we're basically out of time, but just to give a sort of conclusion to this has then opened up a kind of social crisis in the country around what people are calling state capture, and it's exposed real divisions within the ruling party. On the one side, a faction around Jacob Zuma and rooted in the rural bases of power of the ANC, particularly led by a kind of new middle class and an aspirant kind of state managerial class that has gained its power from the ANC's control of the state. And aligned against them is the kind of new business elite that the ANC created, who have gained much more from their relationship with capital and who are aligned much more with the unions and the Communist Party, and who are kind of in some way resisting what they think will be a disastrous economic future for the country if this undermining of state institutions continues. Okay. Alors donc il ne me reste plus de temps, mais je pense que je peux tirer la conclusion suivante, que tout cela est décrit comme étant une crise autour de la question de la prise de pouvoir d'État, ou de la prise de l'État. En fait, cela fait la lumière jette une lumière sur une division au sein de la classe dirigeante en Afrique du Sud et au sein du parti
au pouvoir, avec d'un côté le président Zuma qui a sa base en fait dans l'ANC, mais au milieu du milieu rural, et aussi avec une nouvelle classe moyenne dont l'ascension est liée à l'arrivée au pouvoir de l'ANC, et avec eux en fait il y a l'émergence d'une nouvelle classe de gestionnaires aussi très liés à l'ANC. Donc ça c'est un camp, mais dans l'autre camp en fait il y a la classe capitaliste en fait qui elle aussi est née grâce à l'arrivée au pouvoir de l'ANC, mais où on trouve beaucoup plus de représentants du capital privé, mais aussi des syndicats et du Parti communiste sud-africain, et qui s'inquiètent en fait de la manière dont Zuma et son camp essaie de mettre la main sur toutes les institutions, et ils craignent pour l'avenir économique du pays, et ils craignent les conséquences de cette dégradation des institutions financières du pays. And so the basic conclusion from that is that, I mean, this means a continuing erosion of the ANC's hegemony, its erosion of its mass support, at the same time a complete inability of the current ruling class to pose any solution to the ongoing economic crisis. So in all likelihood, a deepening and an acceleration of this social crisis that I've been describing. Alors la conséquence de tout cela en fait c'est l'érosion de l'hégémonie et du soutien de masse de l'ANC, mais aussi on constate très clairement l'incapacité de la classe dirigeante de trouver une solution à cette crise sociale, économique, politique du pays. Donc cela veut dire qu'en fait on va vers un approfondissement une accélération de la crise sociale et économique que j'ai décrite aujourd'hui. Merci. Thank you very much. Ouais, moi aussi j'avais des questions que je voulais poser. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la... So the Democratic Left Front was a kind of attempt to draw together different left social forces, rooted mostly in the social movements, a few small unions and small political groups. It's really never functioned as more than anything than a sort of collective of activists, a kind of solidarity front, an attempt to build sort of concrete action in different struggles. At the same time as it's sort of constantly aspired to be something slightly more than that, the development of more organizational coherence, the development of a cadre, some attempts to install political education processes and so forth. But was never really successful in matching up to any of that in the previous period. And now faces serious questions because the kind of political waters in which we are swimming has been broadened so much by the crisis that the country is facing, and by suddenly the opening up of left forces, or forces to the left of the ANC with the split of the union movement and the EFF. And so I think there's also been, a kind of questioning of many of the activists involved in the Democratic Left Front as to whether these are appropriately the groupings that they should be organizing in. And in particular, since the DLF has really oriented most of its activity towards NUMSA's call for a united front, how the Democratic Left Front situates itself in relation to these new forces. So yeah, that's a description of the DLF. I don't know. Donc le DLF, Democratic Front démocratique de la gauche, en fait est né comme une tentative de réunir différentes formations de gauche venant de mouvements sociaux, de petits syndicats, ou de petits courants de syndicats, de petits groupes politiques de gauche radicale. En fait, c'était, on peut le décrire comme un collectif de militants, une espèce de front de solidarité, mais qui avait quand même des aspirations beaucoup plus ambitieuses, qui
voudrait créer plus de cohérence au sein de l'organisation, qui voudrait créer une véritable couche de cadre, un processus de formation politique. Cela n'a pas marché en fait dans la période précédente. Mais maintenant, la nouvelle période que j'ai décrite aujourd'hui est une période d'un contexte différent en fait, d'un contexte, comment dire ça, d'un contexte plus large pour une initiative de ce genre à cause de la crise, mais aussi grâce aux forces à gauche de l'ANC qui ont émergé, mais aussi avec les forces syndicales que j'ai décrites et l'émergence des combattants pour la liberté économique. Alors les militants du DLF se posent des questions dans ce nouveau contexte. Où devraient-ils investir leurs énergies alors que précédemment, ils misaient surtout sur ce processus de front unique autour du mouvement national des travailleurs de la sidérurgie et de la métallurgie. Maintenant, voilà, ils se demandent en fait, comment se positionner par rapport à ces nouveaux processus qui sont nés. At the same time, I should mention that there are clear divisions now opening up within the leadership around this NUMSA process, in which the main leadership of NUMSA has in many ways stepped away from the initial United Front process that they launched and are attempting now to move more directly to the launch of a new political party, but which many on the left see as just a kind of SACP 2.0. At the same time, as I mentioned before, the United Front itself has not really succeeded in drawing in new layers of activists. Alors, dans le contexte présent aussi, en fait, il y a une division qui a vu le jour dans la direction de ce processus autour du mouvement national, du syndicat national des travailleurs de la sidérurgie et de la métallurgie, le dirigeant principal de ce processus, en fait, met beaucoup moins maintenant l'accent sur le processus de front unique et en fait veut aller beaucoup plus directement vers la construction d'un nouveau parti politique que d'autres décrivent comme étant une espèce de parti communiste relooké. Et en même temps, dans le même temps, le front unique, le front unique du NUMSA en fait ne marche pas très bien. En fait, j'ai déjà décrit la faible participation au lancement il y a quelques mois. Juste au NUMSA, je pense qu'il y a eu je pense qu'une déception sur le fait d'une difficulté d'émergence d'une autre confédération alternative à COSATU. Mais je pense quand même qu'avec le NUMSA et le lancement, et l'idée quand même qui me semble importante, d'avoir une représentation politique à partir d'une organisation syndicale, ce qu'avait essayé de porter et ce que porte et continue à porter le NUMSA. Je voudrais avoir des informations sur où on en est justement de cette construction de ce parti, le Front démocratique Movement for Socialism. Oui, c'est ça. Yeah. Ça c'est le Movement for Socialism. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le premier point. Puis le second point, c'est entre le mouvement étudiant et l'EFF, est-ce qu'il y a eu des liens, est-ce qu'il y a eu parce qu'on a l'impression que, mais bon, c'est pas qu'en Afrique du Sud, mais que c'est assez compartimenté, quoi, entre le mouvement étudiant d'un côté, qui représente, c'est les étudiants, et d'un autre côté, l'EFF qui représente plus une jeunesse un peu paupérisée, un peu urbaine, chômeuse, etc. Et est-ce qu'il y a eu des liens qui se sont faits ou pas, et comment l'EFF s'est comporté, comment les étudiants sont comportés par rapport à cette organisation? If you read translation. I think that if I'm answering a completely different question, you can tell me.
I think the initial wave of protests that, as I said, were centered more on the sort of elite campuses, this kind of struggle around decolonization of the university. The EFF was much more isolated from that. Those protests were led by much more middle-class layers of students, I would say. As a whole, though, the EFF has been the one force that really has capitalized strongly on this new wave of student action, particularly centered in the more working-class universities where it has built up very effective youth bodies and where it has actually won a number of elections to the official student representative organizations. So it quite clearly has been, effective at constructing a student movement. With regards to the other students, I mean, there has been a lot of outreach attempted on behalf of the United Front, but at this stage, very weak links other than sort of through various individuals. And then, sorry, I didn't entirely understand if there was a question around NUMSA and the movement for social. Le NUMSA, c'était juste, est-ce que, en étant un peu caricatural, est-ce qu'on n'enterre pas trop vite cette émergence justement d'une reconfiguration syndicale, même si ça prend plus de temps, même si parfois il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, et est-ce qu'on n'enterre pas trop vite? Et cette idée de lancement quand même d'un parti politique qui serait quand même très très fort et très ancré dans la classe ouvrière, c'est quand même une opportunité, qui semble, comme ça, quand on ne connaît pas grand-chose, une opportunité extraordinaire pour le pays. Yeah, I mean, but I think that's exactly the critique that a lot of the left is making, is that the point for the launch of this new party has not been reached at all. I mean, the kind of, in the first place, the defensive struggles around how you start to extricate unions from the COSATU alliance, how you fight to keep intact as much as possible these unions that are splitting, to keep as much of a base as they're moving out of COSATU, really should have been the primary focus of these unions. At the same time as, I think, rebuilding a relationship with the social movements and with community struggles should have been something that was seen in a much longer term process, because there has been this kind of historic isolation of the union movements from communities that have been contesting the ANC's neoliberalism since the early 90s, but which, in its period in which it was closer with the ANC, NUMSA, along with all other unions, had a very emphatic line that these were illegitimate struggles because they were taking place outside the alliance, and the alliance is the only legitimate terrain for social struggle in the country. So there was, a lot of mistrust built up between activists over this period. And so, I mean, I think that's why we saw the United Front initially as a very promising development, because this was an attempt really to, reforge a common community, a common culture of struggle around particular campaigns without jumping into the launching of a new political party before the conditions for that existed. And I think, it's also one of the difficulties that we've seen. Oh, sorry. No, that's good. It's fine. It's fine. Keep going. Within NUMSA, again, was a kind of belief that, unlike the other unions that have been withered out by corruption and by bureaucratization, this was still a union that had somehow retained much stronger traditions of democratic control and worker participation, and that there was a wide, very active cadre at the kind of shop steward level that could be the basis for this new, that could, form the backbone of a new United Front and then very quickly lead to a new political party. But we've seen that NUMSA, very much like the other unions in this country, have suffered hugely in the post-apartheid period, have really seen a very strong withering away of their democratic structures, and a strong bureaucratization of their leading layers. And so those kind of, social groups that we hoped could underpin this party were not really there. So I think, it's all pointed to the fact that this process of rebuilding a party is something that, needs to be taken through a very slow process. Donc, pour ce qui est des luttes étudiantes, la première vague, comme je dis, c'était des étudiants d'élite qui avaient lancé ce mouvement pour la décolonisation des facultés. Et vis-à-vis de ce mouvement-là, c'est vrai que les combattants pour la liberté économique étaient isolés, parce qu'en fait, finalement, c'était un mouvement de la classe moyenne dans les facs d'élite. Mais
en fait, mais c'est surtout les combattants pour la liberté économique qui ont réussi à construire quelque chose sur la base de la suite du mouvement étudiant dans les couches populaires, en fait, de la population étudiante qui a participé au mouvement dans les facultés de tout le pays. Et les combattants pour la liberté économique ont réussi à construire des organisations efficaces, ils ont réussi à remporter des élections dans les différentes facultés. Donc les Economic Freedom Fighters ont construit quelque chose de fort, en fait, à partir de ce mouvement étudiant. Pour ce qui est du Front unique, pour les autres secteurs du mouvement étudiant, dans le cadre du Front unique, en fait, ils ont essayé de créer des liens entre les autres secteurs du mouvement étudiant et les milieux populaires, mais en fait, les liens sont assez faibles. Par rapport à ce débat sur la construction d'un parti politique, en fait, la critique de la gauche serait de dire que les conditions n'étaient pas réunies, les conditions en fait, n'étaient pas propices au lancement d'un nouveau parti. Et que les initiateurs du Front unique auraient beaucoup mieux fait de maintenir les organisations syndicales, de mieux leur permettre de s'extraire de l'alliance avec COSATU et l'ANC, et ils auraient mieux fait de se concentrer par exemple sur éviter les scissions dans les différents syndicats qui sortaient du COSATU, mais surtout de reconstruire une alliance avec les différentes luttes sociales et communautaires comme un projet à long terme. Parce que finalement, c'était le grand problème, c'est qu'à l'époque de l'alliance COSATU-ANC, les syndicats étaient très isolés de ces luttes sociales et communautaires qui existaient en fait dans l'Afrique du Sud après l'apartheid, à partir des années 90. Mais à l'époque de l'alliance, y compris NUMSA, avec tous les autres syndicats, comme ils misaient totalement sur cette alliance, ils se prononçaient contre ces luttes. En fait, ils disaient que ces luttes n'avaient aucune légitimité puisqu'elles se déroulent en dehors de cette alliance. Et cela, il n'est pas surprenant de constater en fait, que cette hostilité a nourri une grande défiance dans ces différents mouvements sociaux et luttes communautaires vis-à-vis du mouvement syndical. Donc, l'initiative de Front unique, pour nous, était quelque chose de très prometteuse, parce que cela crée la possibilité de reconstruire l'unité des luttes, donc entre les syndicats et les différentes luttes sociales et communautaires, sans pour autant aller vers la construction d'un nouveau parti. D'autant plus que nous avions l'impression que NUMSA, contrairement aux autres syndicats, avait évité en fait les écueils de la corruption et de la bureaucratisation. Et en plus, c'est un syndicat qui a de réelles traditions, une longue tradition de fonctionnement démocratique, de participation des travailleurs dans le fonctionnement du syndicat, y compris au niveau des ateliers. Donc il y avait une réelle participation. Et on se disait que ce syndicat pourrait être, et cette initiative que prend ce syndicat pourrait être la colonne vertébrale d'un nouveau parti. Mais on s'est assez vite rendu compte qu'en fait NUMSA était comme les autres syndicats, que NUMSA lui aussi avait subi tous les effets de l'Afrique du Sud post-apartheid, avec la corruption, l'affaiblissement du fonctionnement démocratique, la fragmentation même de sa base populaire. Donc nous
dans ces conditions, nous nous sommes dit qu'en fait les conditions n'étaient pas réunies. En fait, les conditions ne sont propices au lancement d'un nouveau parti. Construire un parti, oui, mais en fait ça devrait être un processus lent et à long terme. Ça va pour un marxiste. D'accord. Yannick. La question actuelle de NUMSA, elle vient de quelle tradition politique? Est-ce que c'est la tradition de l'ancienne Fossatou, qui n'était pas vraiment une tradition du PC sud-africain? Ou est-ce que c'est une tradition plutôt du PC sud-africain? Voilà. Et ça c'est une première question. Une deuxième question, quel type de lien peut-il y avoir entre Economic Freedom Fighters et ce groupe politique qui dirige NUMSA? Well, NUMSA's political tradition ostensibly does stem from a Fossatu era of being this union that always articulated the workerist position, as they called it then, which was the idea that the worker struggle should have been separate from the Charterist movement, should have been separate from the ANC, and so it was also the union that in 1994, right after the advent of democracy, it put forward a motion in COSATU to say that now we've achieved what the alliance was formed for. There needs to be an independence of the trade union movement after that. At the same time as I think we need to also confront the reality that the political formation of much of the NUMSA leadership and much of the NUMSA cadre, the NUMSA shop steward, has taken place subsequent to that, in which those initial calls for worker independence were stifled, and which NUMSA became a good standing member of the tripartite alliance, and was always sort of to the left economically, and was COSATU has been quite effective at mounting a rhetorical critique of the ANC's economic direction after 20 years, even though that never translated into mass struggle. And NUMSA again was no different. It was the more effective at a policy level and whatever else, but on the ground, like the other unions, it made no attempt to connect with existing struggles against neoliberalism. At the same time as its leading cadre were really formed at one stage, I think, as the people that were going to take over the leadership of the Communist Party after Nzimande, and after which he, had some kind of autocratic turn and I think started purging people, and that's when those divisions emerged. But these, this was a layer that was very much socialized in the post-apartheid SACP terrain, and I think that's why, again, this idea that that there was this complete political opening was a bit mistaken, and I think we've seen that to an extent in which the leadership's attempt to found this new political party in a very top-down way, with sort of no engagement with the United Front, or no engagement with the new movements to which it had opened up these communication links after its break. And the platform of this party, its character, very much does look like an SACP again, an SACP that's not with the alliance, that wants to take forward the struggle for socialism, but that is a completely vanguardist, sort of, in a Stalinist sense, approach to politics. So I would say that's right. And the other question, the links between NUMSA and the EFF are virtually non-existent at this stage. The EFF has made repeated overtures and tried to develop some communication with NUMSA, but NUMSA has been totally hostile to that. Initially, I think quite wisely, because there is pretty significant mistrust within NUMSA's own base towards Malema, this populist leader of the ANC Youth League. But I think at this stage, probably unwise for them to, since the EFF has succeeded so well in presenting itself as the agent of this unemployed anger and the agent of this sort of underclass rebellion in South Africa. I think particularly now, and I think there's a missed opportunity around these local elections in which the United Front and NUMSA could have started to find common platforms in which at least we can build up links with the EFF at a grassroots level, even if we're able to somehow keep some distance from the leadership. Donc,
sur la question de la direction, des origines de la direction du NUMSA. Bon, à l'origine, c'est vrai que en fait, NUMSA vient de Fossatu, d'une certaine tradition ouvriériste qui se prononçait contre un lien qui disait en fait que le mouvement ouvrier devait rester indépendant de la charte pour la liberté de l'ANC et de l'ANC. Et d'ailleurs en 1994, après la chute de l'apartheid, ce sont ces dirigeants-là qui disaient au sein du COSATU qu'il fallait qu'on avait en fait atteint les objectifs de l'Alliance pour lesquels l'Alliance avait été créée et qu'il fallait aller plutôt vers l'indépendance du mouvement syndical en rompant cette alliance avec l'ANC. Le problème étant que la formation politique de la direction actuelle du NUMSA ne vient pas de cette période-là, mais de la période qui l'a suivie. Et donc, une période qui, en fait, a vu cette indépendance ouvrière très mise à mal. Et donc, c'est dans ce contexte qu'ils ont eu non seulement les dirigeants, mais aussi les cadres et les représentants dans les ateliers et leur formation dans la période suivante. Et en fait, le NUMSA avait comme COSATU une critique, une bonne critique politique. Et dans cette période, NUMSA était devenu en fait un membre fidèle de l'Alliance dans toute cette période qui a suivi les années 90, qui avait des positions économiques plus à gauche, mais ce n'est pas nouveau. Le COSATU en tant que tel aussi avait su développer en fait une critique des politiques de l'ANC assez large, assez efficace. Mais le COSATU et le NUMSA aussi sur le terrain en fait, ne mettaient pas en œuvre cette critique de l'ANC sur le papier, cette critique de l'Alliance. Et ne faisaient pas alliance, comme je viens de le dire, ne s'alliaient pas aux luttes qui se menaient véritablement sur le terrain contre le néolibéralisme. Et donc les dirigeants du NUMSA étaient même perçus comme étant la succession assez naturelle de la direction du SACP, du Parti communiste, pour succéder à... What was the name of the SACP? Zemande. Pour remplacer l'équipe Zemande et son équipe autour de lui. Mais ensuite, il y a une purge au sein du Parti communiste et ça n'a pas été mené à terme, cette succession. Mais finalement, ils se sont moulés dans la culture et dans la sphère du Parti communiste sud-africain dans cette période-là. Ce qui fait qu'en fait, qu'on a eu tort de voir une occasion, une ouverture politique là où il n'en existait pas. Et on le constate aujourd'hui, ça se confirme par la manière assez verticale qu'a choisi la direction du NUMSA pour lancer son nouveau projet. Il lance ce nouveau projet de parti politique sans consultation des différentes organisations sociales et communautaires qui l'avaient pourtant invité à participer à l'origine au projet du Front unique. Donc je pense qu'on va effectivement vers un parti communiste relooké, mais qui ne ferait pas partie de l'Alliance. Malheureusement, en fait, donc, c'est un parti communiste relooké avec cette tradition stalinienne, avant-gardiste, voilà. Sur le NUMSA et ses liens au EFF, les combattants pour la liberté économique, en fait, il n'y a pas de lien. Les EFF ont essayé, mais en fait, ils ont été confrontés à une véritable hostilité de la part du NUMSA, et à juste titre, je pense, au début, parce qu'en fait, il y avait même une défiance assez importante de la part des membres du NUMSA, de la base de NUMSA vis-à-vis de Malema, mais je pense que dans le nouveau contexte, cette défiance est peu prudente. Et
étant donné que les EFF sont devenus les agents, en fait, les représentants de cette colère légitime des chômeurs urbanisés et de milieux urbains, et qu'ils ont, en fait, ils sont devenus la porte-parole de cette colère, de cette classe, classe urbaine en colère. Et je dirais même qu'on pourrait parler de rendez-vous manqué pour ces élections locales qui vont avoir lieu sous peu. Ça aurait été une alliance entre les forces du NUMSA et les EFF, aurait été une occasion, non pas pour avoir des illusions sur la direction du Economic Freedom Fighters, mais pour tisser des liens au niveau local entre militants. Voilà. Juste un petit point sur les relations, pour dépasser un tout petit peu, les relations que vous avez avec d'autres formations politiques sur l'Afrique australe, je pense notamment au Zimbabwe, en Zambie, Swaziland c'est un peu particulier, mais est-ce qu'il y a ce type de relation, puisqu'il y a des groupes d'extrême gauche un peu dans ces pays-là, voilà, c'est juste pour avoir quelques informations par rapport aux relations que vous pouvez avoir. Exist much at an organizational level. I think it's really just between individual activists and between the smaller socialist groups that have connections to other movements, but significantly weak area of politics in South Africa in general, particularly given South Africa's kind of sub-imperial role on the continent, and particularly given repeated waves of xenophobia, of xenophobic violence that we've seen in South Africa targeted at other migrants. So I mean, some organizing at that level with migrant workers in the country, but very little in the way of constructive regional action that's taking place outside the NGO world, in which there is some. That's not really the journal of the DLF. It's an independent left magazine, but very close to our political group. Amandla comes out every 2 weeks, and still probably the best source of left analysis in South Africa, so available on the website, I think, amandla.org.za. Donc pour ce qui est de l'organisation régionale des forces militantes, je pense que ça n'existe pas vraiment, peut-être entre quelques personnes à titre personnel, mais ça n'existe pas. Et c'est vrai que c'est une faiblesse traditionnelle en Afrique du Sud, notamment vu le rôle sous-impérial que joue l'Afrique du Sud sur tout le continent africain, et notamment vu les vagues de violence xénophobe que le pays a vu contre les travailleurs migrants dans le pays. Il y a eu des initiatives à l'intérieur du pays de tisser des liens avec les travailleurs migrants, mais rien au niveau régional, en dehors des réseaux, des ONG, et voilà. Donc pour ce qui est de la revue, ce n'est pas la revue du DLF en tant que telle, mais c'est une revue quinzomadaire que je crois reste la meilleure revue de gauche pour s'informer sur ce qui se passe dans le pays, et qui a un site web, amandla.org.za. J'essaie de tout traduire. Comment quoi? Il y a un groupe derrière. C'est Some plutôt le organization. coran des camarades qui se reconnaissent dans la 80 nationale, qui animent Amandla. Mais pas seulement. Tu vois? Pas seulement. Pas seulement les vigilants. Non. Quelques-uns, ils sont pas clairs. Non, Brian a dit que si. Ah oui, non, c'est entendu. Ok. Je pense. Hein. Voilà, je crois que tout le monde est fatigué. Merci au traducteur et merci à